Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous pour ce nouveau numéro de l'échiquier international. La tension monte de plusieurs crans entre Washington et Caracas. Trump entre en action et menace Maduro. Le président américain annonce l'imposition d'un blocus sur tous les pétroliers qui font l'objet de sanctions entrant ou sortant du Venezuela. Ceci après s'en être pris, bien entendu, à une vingtaine de bateaux accusés de transporter, selon les États-Unis, de la drogue dans les Caraïbes et le Pacifique. Depuis, les États-Unis ont intensifié la pression sur le président vénézuélien Nicolás Maduro dans l'objectif bien sûr de précipiter son départ et de le contraindre, pourquoi pas, à céder le pouvoir. En tous les cas, c'est ce qui se dit selon les observateurs. Sommes-nous devant un scénario à l'irakienne ou à autre chose complètement différent qui s'annonce? Tout de suite, les éléments de réponse. Pour en parler ce soir, nous accueillons avec beaucoup de plaisir Adnan Limem, professeur de relations internationales, juriste et écrivain tunisien. Adnan Limem, bonsoir, merci d'être avec nous. Je rappelle également que vous êtes donc écrivain de plusieurs ouvrages, dont le dernier en date, La question palestinienne entre géopolitique, histopolitique et messianisme, qui est apparu donc aux éditions Phoenix. Adnan Limem, bonsoir. Bonsoir à vous et à tous les téléspectateurs. Merci d'être avec nous. Alors, pour commencer, Monsieur Adnan Limem, qu'est-ce qui se joue aujourd'hui dans cette région entre les États-Unis et le Venezuela, puisque tout s'apparente, en tous les cas, toute l'actualité fait que on est face à une sorte de bras de fer entre les deux hommes, Maduro et Trump. Et bien évidemment, pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette affaire internationale importante, il faut la placer dans son contexte conceptuel et dans son contexte historique. Et pour ce faire, il faut rappeler que les États-Unis ont mis en place, dès le début pratiquement du 19e siècle, une doctrine connue sous le terme de doctrine Monroe. Qui impliquait une stratégie politique américaine qui vise à écarter les Européens de l'immixtion dans les affaires internes des États et des entités existantes en Amérique latine. Puis cette doctrine, la doctrine Monroe, a connu une évolution avec le président Roosevelt, non pas le célèbre Roosevelt, mais un président qui est moins connu, le président Theodore Roosevelt, au début du XXe siècle, qui, d'une doctrine essentiellement défensive qui vise à combattre l'impérialisme européen à l'époque, il a transformé cette doctrine Monroe en doctrine impérialiste américaine, c'est-à-dire que il considère que l'hémisphère occidental, qui comprend tout le continent américain, doit être la chasse gardée des États-Unis, qui se donne, qui confère le droit d'intervenir dans les affaires des États, notamment d'Amérique latine et des Caraïbes, au mieux des intérêts américains, évidemment, même si cela comporte un changement de régime ou une intervention militaire visant à protéger ou à promouvoir les intérêts américains. Il y a une évolution justement conceptuelle sous Trump qui, dans la dernière stratégie américaine de sécurité nationale publiée ces derniers jours par
la Maison Blanche, Oui, ajoute à ce qu'il appelle le corollaire, ajoute un corollaire Trump, c'est-à-dire mm, une lecture ou une mise à jour trumpienne de cette doctrine. Mais il faut bien relever qu'il ne s'agit pas d'une simple révision, mais il s'agit d'une révolution, entre guillemets, conceptuelle. Au vu donc de ce document très important qui nous permet de comprendre ce qui se passe réellement sur le terrain, les États-Unis considèrent que tout le continent américain relève des intérêts vitaux des États-Unis et que, par conséquent, il faut exclure et chasser toutes les puissances qui ont pour objectif de trouver un point d'appui auprès des États d'Amérique du Sud ou des Caraïbes. Et de oui. ce fait, le document préconise l'emploi de tous les moyens disponibles et possibles pour réaliser ces objectifs considérés comme étant vitaux. De ce fait, donc, il coule de source que le Venezuela soit le premier champ d'application de ce corollaire Trump à la doctrine Monroe. Donc, à partir du rappel du sillage, disons, conceptuel et historique de cette crise, nous pouvons évidemment mieux la comprendre et surtout mieux anticiper ce qui va se passer à l'avenir. Oui, très bien. Donc, Adnan Limem, finalement, est-ce que le Venezuela, c'est un petit peu ce prochain front pour les États-Unis après donc les tensions qui ont été ouvertes à Gaza et en Iran, un front qui n'a pas encore été refermé, en parlant de l'Iran bien entendu, et puis surtout, on s'interroge sur le fait que sur la légalité aujourd'hui, si vous voulez, de Trump qui impose un blocus naval sur le pétrole, sur le Venezuela. Est-ce que ce que fait aujourd'hui Trump est légal? En ma qualité aussi d'enseignant en droit international public, je peux vous affirmer que ce que fait Trump, que le blocus d'un pays est un acte de guerre. Au sens du droit international, il est considéré comme étant purement et simplement un acte de guerre. Et sur cette base, nous pouvons affirmer que les États-Unis ont commencé une guerre contre le Venezuela, ont commencé en pratique des actes qualifiés par le droit international public d'actes de guerre, c'est-à-dire que nous sommes déjà dans une guerre qui oppose les États-Unis au Venezuela, puisque le blocus des pétroliers vénézuéliens est considéré au sens du droit international comme étant un acte de guerre incontestable. Nous Donc, pouvons donc dire que la guerre a commencé par ces actes-là. Peut-être pas, il ne faut bien évidemment pas mélanger les notions factuelles avec les notions juridiques, mais au sens juridique du terme, la guerre a bel et bien commencé. oui. Alors, c'est vrai que le blocus est total et complet. Cela vient d'être annoncé par Trump, qui dit que nous allons récupérer notre pétrole. Parlons du pétrole vénézuélien. Donc, c'est un pétrole qu'il considère comme étant donc celui des États-Unis. Donc, finalement, la déclaration de guerre, elle est là. Est-ce qu'on peut s'attendre dans les jours à venir, si vous voulez, à une offensive terrestre ou aérienne? Est-ce que cela est Euh, possible, envisageable? Ce qui est envisageable personnellement, à titre personnel et très subjectif, évidemment, Hum. je pense que les États-Unis adopteront une stratégie perfide, une stratégie qui vise à réaliser le maximum de résultats avec le minimum de pertes. Les États-Unis savent très bien qu'une guerre terrestre conduira à l'enlisement et à sacrifier beaucoup de victimes, ce que l'opinion publique américaine n'est pas prête à accepter. Les États-Unis adopteront, à mon avis,
une stratégie plus sournoise, plus perfide, qui vise à asphyxier le Venezuela par un blocus pétrolier qui, bien évidemment, nous savons tous que les rentrées d'argent vénézuéliennes proviennent essentiellement des hydrocarbures. Donc, il s'agit pour Oui. le Venezuela d'une ère de la guerre et d'une ère de la paix. Les rentrées euh, des rentrées d'argent Oui. consécutives aux ventes d'hydrocarbures. Donc, bien évidemment, Trump escompte peut-être un effondrement du régime qui serait éventuellement, dans quelques semaines ou dans quelques mois, incapable d'honorer ses engagements, de payer les salaires, etc. Ce qui conduirait, selon sa vision, peut-être à une sorte de guerre civile ou une sorte de révolte populaire contre le régime en place ou quelque chose de ce genre-là. Donc, je pense que les États-Unis éviteront le recours à la guerre terrestre puisque son coût serait Très coûteux. énorme pour eux et adopteraient une stratégie perfide, sournoise qui vise à atteindre les objectifs sans pour autant sacrifier les soldats américains pour ce faire. Oui, dans ces cas-là, on va dire que finalement le pire est là, hein. Il est à craindre à n'importe quel moment, mais il semblerait que déjà que le pays est déjà sous blocus depuis 2019, avec ce blocus encore supplémentaire qui va servir donc à étouffer Caracas, pour ne pas dire tout le pays, le Venezuela, et affaiblir Maduro. Certainement, c'est l'objectif. Est-ce qu'on cherche réellement aujourd'hui à mettre seulement donc la main ou avoir une main basse sur si vous voulez, le pétrole vénézuélien, mais également carrément changer de régime, parce que finalement, on a cette impression, et c'est très clair, je veux dire, sur ce plan, qu'on cherche à faire remplacer Maduro, finalement, puisque il y a quelques jours, on a entendu parler de cette fuite spectaculaire du prix Nobel Maria Corina Machado. Donc on sait, ou on sent en tous les cas qu'il y a un scénario qui se prépare. Évidemment, bien évidemment, l'objectif stratégique pour les États-Unis est d'obtenir un changement de régime en comptant évidemment sur une alternative qui lui soit acquise, c'est-à-dire en comptant sur l'opposition vénézuélienne pro-américaine qui serait très certainement tout à fait disposé à collaborer avec les États-Unis pour prendre les rênes du pouvoir si Maduro venait à être destitué ou à fuir ou à être assassiné ou dans tous les cas de figure, l'objectif stratégique est la chute de ce régime et son remplacement par un régime favorable aux intérêts américains. Mais bien évidemment, cette affaire va bien au-delà du Venezuela. Il s'agit d'un signal clair pour tous les États américains qu'ils doivent être une sorte de protectorat américain et doivent accepter une tutelle américaine sur les politiques qu'ils mettent en œuvre sur le plan politique, économique, social, etc. Et ceci est, est proclamé et dit d'une manière implicite, est écrit dans la stratégie américaine publiée ces derniers jours par la Maison-Blanche. Il y est dit expressément que les États-Unis doivent être en position totalement dominante dans ce qu'ils considèrent comme étant leur espace vital et doivent chasser les autres puissances Oui. de ces États. Et les puissances visées sont bien évidemment principalement la Chine, mais aussi la Russie et jusqu'à un certain point l'Iran qui entretient une coopération militaire avec le Venezuela.
Oui, surtout lorsqu'on sait que la Chine est l'un des premiers partenaires, justement, concernant l'échange et la vente de pétrole pour Caracas. Finalement, est-ce qu'on est, Adnan lui-même, aujourd'hui en train d'assister à une sorte de Irak bis, une sorte de scénario à l'irakienne? On avait vu, lorsqu'on voulait investir et on voulait donc envahir l'Irak, cette espèce de fiole qu'on a donc brandi pour dire qu'il y a des armes de destruction massive. Aujourd'hui, il y a un autre prétexte, un argument qui est très flagrant, un prétexte, la lutte contre le narcotrafic. Finalement, on sait très bien que le Venezuela n'est absolument pas, ni de près ni de loin, une plaque tournante pour le narcotrafic. Finalement, on retombe encore sur ce prétexte sans qu'il y ait réellement de preuves, et c'est ce qui a justifié ces attaques américaines régulières, qui ne se passent pas une semaine où il n'y a pas d'attaque sur des embarcations vénézuéliennes. Finalement, comme je le disais donc au début, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à un scénario à l'irakienne? Il y a des ressemblances et des dissemblances. Oui. D'une part, au niveau des ressemblances, euh, la poudre, l'héroïne et les armes biologiques se ressemblent en ce sens où ils peuvent être contenus dans une fiole. Nous nous rappelons bien la scène du secrétaire d'État américain Colin Powell qui remuait une fiole de lessive en laissant entendre que c'était des armes biologiques qui prenaient cette forme. Donc, il y a des ressemblances, bien évidemment, mais il y a des dissemblances assez conséquentes. J'entends par là que le régime de W. Bush, le président Bush à l'époque, a pris la peine de consulter le Conseil de sécurité et il y a eu un débat qui a été organisé au Conseil de sécurité. Colin Powell a fait valoir le point de vue américain et a fait valoir la mystification en fait américaine et l'affaire des armes de destruction massive, etc. Il a fait un plaidoyer qui vise à convaincre les autres membres du Conseil de sécurité et nous rappelons la position et le discours de Dominique de Villepin et le veto russe et français mis à l'intervention américaine en Irak. Mais cette fois-ci, la doctrine a changé. Cette fois-ci, Bush dit qu'il s'en fout royalement du droit international et ne ressent plus le besoin de passer par le Conseil de sécurité ou de conférer à son action une légitimité politique ou juridique. Donc, il s'agit d'une évolution extrêmement dangereuse qui fait que celle qui se prétend être la première puissance mondiale n'en a cure du droit international ou de l'accord des pays qui comptent dans le monde. Elle agit d'une manière unilatérale au mépris du droit international. C'est pour ça que je disais... Oui. Nous en rendons compte sur le terrain. La doctrine, entre guillemets, si tant est qu'il puisse avoir une doctrine, entre guillemets, suppose l'élimination totale du droit international, des considérations qui président à son action et à sa stratégie. Et ça c'est une évolution très grave qui exclut le multilatéralisme qui caractérisait les relations internationales jusqu'à récemment et nous fait basculer vers un unilatéralisme belliciste et très dangereux. Oui, alors très bien, Adnan Limam, c'est vrai, parce que finalement, j'allais vous poser la question, avec ce comportement, avec ce genre de comportement aujourd'hui, de manière
unilatéral agir de cette manière, sans qu'il y ait des preuves, sans passer par le Conseil de sécurité, sans passer par le droit international. Finalement, on agit, on est en train d'agir hors droit international, ce qui pourrait donner des idées. C'est-à-dire, c'est un antécédent. Après, on ne se pose pas la question si par ailleurs, dans le monde, il y a effectivement des dépassements de part et d'autre. On ne peut pas imposer le droit international à certains et pas à d'autres. Très certainement, il s'agit là d'une première après la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agit d'une première, il s'agit d'une nouvelle logique qui est extrêmement dangereuse et extrêmement maléfique. Il s'agit d'une logique qui réduit à néant tous les efforts qui ont été faits pour que les relations internationales soient guidées par principalement le droit international. Il s'agit d'une évolution nouvelle extrêmement dangereuse, mais dans la logique dans la logique trumpienne, entre guillemets, si le terme logique correspond à la situation, dans la logique trumpienne, le droit international est fait pour obliger les autres. Pour les faibles. Il est fait pour obliger les autres et non pas pour obliger les États-Unis et Israël. Et certains sénateurs l'ont carrément dit. Ils l'ont dit directement au procureur général auprès de la Cour pénale internationale. Ils lui ont dit expressément et explicitement que ce droit international, il est fait pour obliger les autres États, mais non pas pour nous obliger, nous et nos alliés. Voilà. Donc, c'est ça la doctrine Trump par rapport au droit international. Il considère que le droit international est un instrument fait et conçu pour obliger les autres États, mais non pas pour obliger les États-Unis et les alliés qu'ils choisissent, principalement Israël. Donc, comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, Adnan Limem, j'aimerais savoir, selon vous, aujourd'hui, est-ce que, comme certains observateurs disent, que les États-Unis agissent de la sorte avec le Venezuela, bien sûr en plus du pétrole, et peut-être même de revoir la présence au pouvoir de Maduro, il s'agit d'une volonté de reconfigurer, si vous voulez, cette géopolitique en Amérique latine. Et si c'était le cas, donc, quel scénario ou vers quoi va-t-on? Est-ce qu'on va réellement vers un embrasement? Parce que toutes les prémices sont là pour dire que effectivement il pourrait y avoir donc un embrasement qui serait peut-être inévitable. En ce qui concerne les scénarios, bien évidemment, le scénario le plus logique, le plus probable, consiste en ce que les États-Unis renforcent leur blocus, mènent peut-être des frappes sélectives sur le territoire vénézuélien, applique une stratégie qui vise principalement à renverser le régime, quel que soit le prix, quels que soient les moyens à engager, puisque les États-Unis, je pense, se garderont bien de faire une intervention terrestre. Tout dépendra de la solidité et de la capacité du régime vénézuélien à résister. Si le régime vénézuélien a les moyens humains et matériels de résister, nous allons assister très certainement à une guerre d'usure qui aura des conséquences graves sur toute la région. Oui. Mais par contre, si la capacité de résistance du régime vénézuélien s'avère en fin de compte limitée, il est très probable que les États-Unis viseront d'autres pays tels que la Colombie et imposeront par la force une sorte de protectorat américain sur tout le continent américain. Et rappelons-nous dans ce sillage que les États-Unis réclament l'annexion du Canada. Oui. Et réclament l'annexion du Groenland. Et tout ceci procède d'une seule et même doctrine, la doctrine
Trump, on peut l'appeler la doctrine Trump, qui ressemble à plusieurs égards à une célèbre doctrine qui s'appelle la doctrine du Lebensraum, qu'a conçu un géopolitologue allemand, Karl Haushofer, et dont s'est inspiré le régime nazi pour s'étendre vers l'Est et pour faire des massacres que nous savons tous et pour provoquer en fin de compte 50 millions de morts. Oui, La doctrine merci. Trump, en réalité, est une véritable doctrine d'expansion qui se drape Très du bien. terme de Monroe, mais en fait, c'est une doctrine en rapport avec la doctrine de l'espace vital du régime nazi. Merci beaucoup, Monsieur Adnan Limem, professeur. Je rappelle, vous êtes professeur de relations internationales, vous êtes également juriste et surtout auteur de plusieurs ouvrages. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouvera demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.